Bien, rebonjour à tous. Donc, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet événement de 45 minutes où nous allons parler data et formation à la data et à l'IA, et plus particulièrement pour vous qui êtes pour la plupart chargés responsables de formation ou qui travaillez dans les RH. Alors, avant de commencer, quelques règles pour le confort de chacun durant ce webinaire. Alors, ce que je vous propose, c'est de tous couper vos micros pour éviter toute interférence. Alors, c'est un webinaire qui est interactif, donc je vous invite vraiment à participer et à utiliser pour cela la messagerie Microsoft Teams que vous avez représentée qui est accessible depuis une petite bulle en haut de votre écran, dans le menu de votre écran en haut. Et donc, pour parler aujourd'hui de data et de formation à la data et IA, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants autour de cette table, avec Benjamin Butet, qui est Department Manager SIRH chez Leroy Merlin, donc qui a une formation RH, qui a développé de nombreuses compétences autour du digital et des process data, avec plus de 10 ans d'expérience sur la mise en place de processus de reporting data. Également autour de la table, Bernard Cuvillier, qui est ancien directeur de la formation chez LCL, qui a un parcours dans les fonctions RH avec une carrière également dans la gouvernance, qui a une bonne connaissance de la gouvernance des OPCA et des OPCO, qui reviendra plus précisément sur le rôle qu'ont à jouer les chargés responsables de formation et RH dans l'intégration d'une offre de formation à la data. Et également, troisième et dernier intervenant, Eric Campanini, voilà, qui vous dit bonjour, qui est cofondateur et associé Le Pont, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement d'entreprises, de grandes entreprises à la transformation digitale, et qui est également l'auteur d'un livre qui peut vous être utile, que j'ai ici, qui peut vous être utile dans votre métier, qui s'appelle « Le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend ». Et voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Eric Campanini, qui va vous dire quelques mots déjà sur Le Pont, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Effectivement, je vais juste dire quelques mots sur Le Pont. Benjamin et Bernard. Le Pont, on est un acteur effectivement d'innovation, partenaire de la French Tech. Derrière, ce qu'il faut que vous reteniez de façon très rapide, c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. C'est plus de 20 ans d'existence, plus de 100 000 personnes formées. On est le leader de l'éducation dans la data et l'IA, présent en France et aux États-Unis, avec une très forte expertise pédagogique. Et ce que reconnaissent nos clients, les clients qui nous accompagnent ont compris que pour être vraiment différenciant sur le marché, il faut pouvoir maîtriser la data. Avec la maîtrise de la data, ça passe non pas seulement par une plateforme technologique ou quelques data scientists, mais vraiment par une déclinaison de la compétence data dans toute l'organisation. Et ils apprécient particulièrement l'excellence des contenus. Un dernier point qui est important pour nous, c'est qu'on croit beaucoup au fait qu'on peut changer le monde par l'éducation et que l'inclusion par les compétences, c'est fondamental. La data reste un moyen, et ce sera intéressant d'écouter Benjamin et Bernard tout à l'heure, un moyen essentiel pour trouver un job, le garder et s'y épanouir. Et pour ça, on a constitué une offre structurée avec des parcours data, 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Pour ceux qui veulent aller plus loin encore, il y a plus de 400 parcours de formation dédiés aux outils et aux méthodes, avec un partenariat très fort avec l'Institute for Business Innovation de Berkeley, qui est un élément supplémentaire de motivation pour faire bouger les lignes et vous permettre de faire bouger les lignes dans vos différentes organisations. Voilà pour vous donner un premier tour et un panorama effectivement de qui est-ce qu'on est. Retenez que on a des thématiques qui sont au cœur des préoccupations des personnes que vous formez aujourd'hui, bien évidemment sur la business intelligence, sur de la data intelligence, sur de l'intelligence artificielle, mais aussi sur des problématiques plus juridiques comme la partie RGPD ou la cybersécurité. Tous ces parcours, vous les retrouvez sur lepont-learning.com. Je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas l'objectif de la session. L'objectif, c'est vraiment une session pour vous en tant que responsable formation,
et de se dire de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la data. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est peut-être évident pour certaines personnes d'entre vous. Je propose qu'on prenne quelques minutes pour partager des éléments de vision et peut-être déjà commencer à vous faire réagir. N'hésitez pas à écrire vos questions et Geoffroy, tu joueras effectivement le modérateur sur le sujet. C'est OK pour vous? On avance comme ça? Alors, peut-être un premier message. On entend souvent des réactions de personnes qui disent « Mais attends, la data, par extension l'intelligence artificielle, les robots, est-ce que finalement ils ne vont pas nous remplacer ?» Eh bien non, on ne va pas être massivement remplacé par les robots. Par contre, on va être remplacé par les personnes qui savent utiliser la data et l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un élément essentiel de prise de conscience qui est, ce que j'ai coutume de dire souvent, on a ce que votre expérience vous a appris, ce que votre intuition vous suggère. Eh bien aujourd'hui, il faut rajouter une troisième corde à l'arc qui est ce que la data peut vous apporter, peut éclairer sur votre métier, et on va voir quel que soit le métier dans l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de data aujourd'hui? Pas parce que c'est cool ou parce que c'est un sujet de geek ou quoi que ce soit. La data en soi n'a pas de valeur. Par contre, elle est partout. Aujourd'hui, elle touche tous les métiers, tous les secteurs d'activité, que ce soit de la direction marketing, la direction financière, la direction juridique, évidemment la direction des ressources humaines. On verra un formidable témoignage de Benjamin Huttès tout à l'heure. Donc, ça touche tous les métiers. Et donc, normalement, vous devriez avoir des sollicitations de tous les métiers sur ce sujet-là pour dire comment est-ce que je peux monter en compétence sur le sujet. Maintenant, tout le monde ne sait pas forcément dire « Ah tiens, j'ai besoin d'être formé en data ». Ce qu'on vous dit généralement, c'est dans le cadre de la transformation de mon entreprise, j'ai besoin de renforcer ma décision, j'ai besoin de savoir comment aborder les sujets, et la data peut me révéler des choses essentielles. Et quand on dit ces derniers points, parce qu'elle conditionne la survie des entreprises, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, une entreprise, pour se différencier, a besoin de data pour choisir si je maintiens mon réseau de distribution dans les dimensions qu'il a aujourd'hui, pour choisir des orientations d'un point de vue client, pour optimiser ma supply chain, pour faire des choix de création de produits. On voit qu'elle est partout et qu'elle conditionne véritablement cette survie. Alors, maintenant, pardon, peut-être que ça a évoqué des choses pour certains ou certaines, ce qu'on appelle le Gartner Hype Cycle. Au-delà du terme, en fait, une des raisons pour laquelle la plupart des transformations digitales ne marchent pas aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il y a eu une sorte de surexcitation sur le digital. Toutes les boîtes se disaient « je vais faire une transformation digitale », on doit engager des transformations digitales, mais on n'obtient pas les résultats parce qu'on a oublié la donnée. On a oublié effectivement que sans la donnée, je ne peux rien faire d'un point de vue digital. Si je n'ai pas une donnée client, je ne peux pas tirer de nouveaux comportements clients. Si je n'ai pas les éléments sur ma logistique ou la rentabilité d'un produit, je ne peux pas prendre ces décisions. Et ça, c'est absolument fondamental d'avoir cette vision que si vous voulez réussir votre transformation digitale, il faut réussir une transformation data. Et c'est ça qu'il y a derrière toute cette dimension de développement de compétences. Alors, derrière, vous allez me poser la question de se dire, OK, on a commencé à détourer un peu, je comprends que c'est partout, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de développer les compétences dans la data? Pourquoi est-ce que vos équipes ont besoin de développer ça? Mais il y a deux grands bénéfices. Le premier, c'est de nouveaux insights, c'est-à-dire dans votre prise de décision, des éléments qui vous permettent de prendre une meilleure décision, plus éclairée avec la donnée. Ça, c'est une chose. Et un gain de temps, parce qu'aujourd'hui, il y a des réserves extraordinaires de productivité dans l'organisation. Alors, on ne se voit pas directement, mais j'aurais bien aimé que vous puissiez lever la main, ceux qui ont été en situation d'un comité de direction, d'une réunion d'équipe, avec deux personnes autour de la table, qui vont dire « mais non, mais attends, moi j'ai ce chiffre-là en termes de chiffre d'affaires, ah ben non, c'est pas le bon chiffre, et oui, mais dans Excel on dit ça, moi j'avais pas récupéré ces données-là », et on perd un temps infini à discuter non pas du fond de la décision business, mais de la qualité de la donnée ou de la qualité du reporting qu'on peut avoir. J'ouvre juste ces deux éléments, je sais qu'on va revenir dessus de façon plus approfondie avec des exemples très concrets de la part de nos grands témoignants aujourd'hui, mais gardez en tête que les bénéfices attendus, c'est effectivement en termes d'insight et en termes de temps. Derrière ça, ça appelle effectivement à développer de nouvelles compétences.
vous avez tout à gauche du slide des compétences existantes, d'excellence opérationnelle, et tout au long de la vie, tout au long de votre vie professionnelle, de tout un chacun, eh bien, il y a des compétences qui sont à développer. Alors, vous avez commencé évidemment à le faire dans les différentes organisations sur des compétences qu'on appelle de soft skills, d'écoute, de collaboration, de créativité. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a cette compétence data qui devient une compétence essentielle de chacun des métiers. Évidemment, à des niveaux différents, mais une compétence essentielle qu'il faut intégrer. J'ai coutume de dire qu'on est tous, à un moment donné ou un autre, des illettrés du digital, des illettrices au digital. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est simplement que ces compétences-là évoluent très vite avec la technologie, avec les pratiques, avec les méthodes. Il faut en permanence, effectivement, se remettre dans le goût du jour. Et là, il y a des solutions pédagogiques qui existent. Retenez qu'effectivement, cette compétence data n'est pas un sujet seulement de geek, n'est pas seulement un sujet d'une direction informatique ou d'une équipe data ou data scientist, ça touche toute l'organisation. Alors, maintenant, la question, c'est de se dire, mais des projets data, quelle que soit votre organisation, vous en avez lancé. Nous, on a beaucoup de clients qui nous disent, mais attends, on a investi massivement. Mais dans quoi? On a investi massivement dans des plateformes technologiques, parfois plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des comités exécutifs qui disent aujourd'hui, mais attends, on a investi dans la technologie, on a recruté à prix d'or des data scientists, on n'a pas les résultats attendus, on n'a pas le retour sur investissement. Et ça, pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que, un, on n'a pas forcément compris que cette question data, c'est vraiment l'affaire de tous. Et nous, on parle vraiment du développement d'une culture data à l'échelle de l'entreprise, donc tous les collaborateurs, pour qu'ils comprennent le sens. Et nous, on a des clients sur les dimensions très opérationnelles terrain, dans une boutique, par exemple, qui disent, mais ça y est, j'ai compris le sens, je vais te le remplir, ton CRM, je vais améliorer la qualité de la donnée. Derrière ça, il y a peu d'investissements dans les compétences qui sont faites, pas suffisamment en tout cas, et peu de personnes qui se forment alors qu'il existe énormément de moyens. On va le voir avec Bernard Cuvillier juste après. On a la chance aussi, alors pour ceux qui sont en France, mais aussi dans les autres pays, d'avoir beaucoup de dispositifs qui aident effectivement à accélérer cette appropriation. Maintenant, vous avez un rôle essentiel, et votre motivation à venir nombreux aujourd'hui le prouve, vous avez un rôle essentiel dans la capacité à guider les apprenants. Et là, ça va donner aussi l'éclairage, et je vais pouvoir passer la main à Bernard Cuvillier, qui a été responsable formation au sein du groupe LCL, pour donner l'éclairage de se dire, mais finalement, après cette introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi se former et former à la data? Le rôle côté RH, les acteurs RH dans cette transformation. Ok, c'est bon. J'ai l'impression que merci Eric de cette belle intro. Plus qu'une intro, enfin, je pense que ça met bien en tout cas le sujet en perspective. Alors moi, je vais plutôt intervenir, allez dire presque en spécialiste de la formation. C'est vrai que la première chose que j'ai envie de dire sur le rôle du responsable de formation est pourquoi se former. On va se dire pourquoi se former. Je pense que c'est intéressant de se dire, nous, on a peut-être un devoir en tant que spécialiste de la formation, peut-être de regarder ça, d'abord peut-être pour nous. Hein, j'ai envie de dire. Alors, oui, les RH, on est quand même on va dire, des gens spécialisés dans l'administratif. Hein, et s'il y a pas mal de gens en RH ou de formation autour de cette table, on peut passer le slide d'après, mais là, on voit quand même que j'ai employé le mot dont on parle souvent, une tatouille administrative. C'est-à-dire que globalement, alors que ce soit en RH, mais plus particulièrement aussi en formation, hein, on a tout un tas de bazar à saisir. Alors, je parle de l'inscription, je parle de la convoque, je parle de la réserve de la salle, et puis je ne vous parle même pas des feuilles de présence, bon, etc. Voilà. On a déjà pas mal de choses à faire, donc on est déjà assailli par ça. Ensuite, derrière, on a le reporting. Et le reporting, on peut l'avoir de deux sortes. Hein. Là aussi, je ne vais rien vous apprendre, mais
ou individuel, collectif, on a déjà toutes nos obligations légales, on a notre sacré plan de formation avec tout son suivi, on a des choses, pour ceux qui ont la chance d'avoir des partenaires sociaux, eh bien, il faut évidemment faire tous nos reporting aux partenaires sociaux, et puis, et rentrer aussi tout ce qui est notre, j'allais dire, notre monde individuel. Alors, individuel dans deux sortes, hein, déjà, il faut suivre l'histoire de nos collaborateurs, il faut leur rendre des comptes, on a des dispositifs type CPF, etc. Et puis, quand on a la chance d'être dans un monde où il y a du réglementaire, là encore, on a des parcours individuels, il faut gérer réellement toute de la, entre guillemets, données, donc individuelles. Et qu'est-ce qu'on a pour faire ça? Alors, en règle générale, qu'est-ce qu'on a? On a des outils, principalement notre SIRH, et peut-être que Benjamin nous en reparlera tout à l'heure, mais bon, à l'intérieur de nos SIRH, des fois, on n'a pas forcément des trucs particulièrement adaptés, en tout cas, pour répondre à nos différents besoins. Donc, globalement, si on résume, RH, gros utilisateur de data, des outils avec lesquels on fait avec, et globalement, ça se termine en de l'excellerie remarquable où on va retraiter, on va faire des tableaux avec des millions de lignes. Donc, pourquoi pas se former? Et j'avoue que, après avoir galéré pendant un certain nombre d'années, j'ai eu la chance de découvrir le pont, j'ai eu la chance de suivre une formation data pionnier, hein, pour ne pas la nommer, et là, ça a été la révélation de ma vie. Enfin, globalement, je me suis dit, mais j'ai perdu 20 ans, quoi. Globalement, quand je me suis trouvé face à ce truc-là, j'ai perdu 20 ans et hélas, et qu'ils me pardonnent, j'ai envie de dire, mes équipes aussi. J'ai fait souffrir des gens en leur demandant plein de trucs et en les faisant bosser des heures et des heures sur des macro-tableaux sans pouvoir s'en sortir. Donc, je pense que, voilà, en RH, on a, nous, un devoir de se former sur ce sujet-là, et on le verra plus précisément, mais je pense qu'on va gagner du temps, on va gagner en efficacité. Je pense aussi que c'est intéressant parce qu'on peut devenir, et ça on le sait aussi tous dans notre métier, si on a expérimenté nous-mêmes, on devient des bons ambassadeurs et on devient des promoteurs du sujet. Et puis, petit dernier clin d'œil qu'on connaît aussi sans doute un peu tous, ça nous permet de, je dis, gagner en autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va se retrouver avec nos copains des SI, de l'informatique, on va peut-être pouvoir ne pas paraître trop bête et peut-être pouvoir leur répondre en disant « Attends, ne me raconte pas des carabistouilles, mon gars, mais voilà, on sait que c'est possible, quoi. On sait qu'on peut le faire, les solutions, elles existent. » Donc, voilà, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est ça qu'il faut qu'on fasse et pourquoi on le fait. Alors, bien évidemment, après, nous, notre responsabilité, c'est de former les autres. Hein. Donc, pourquoi former? J'ai envie de dire, là, par rapport à ce que Eric nous a déjà exprimé, je pense que oui, les entreprises ont conscience qu'il y a des besoins, il y a quelque chose, la data. D'un autre côté, c'est quand même assez nébuleux. Donc, il y a de la volonté, mais pas forcément de l'action, parce que, donc, difficulté d'appréhender le truc. Et puis ensuite, la connaissance réelle du sujet. C'est-à-dire, c'est quoi la data? Et c'est là où peut-être on a, nous, un devoir de divulguer, de faire en sorte que on fasse la promotion de ça, mais d'une manière assez simple. Et puis, alors, je dis pas de demande de formation, il y en a, mais elle reste confidentielle, encore une fois, pour des spécialistes. Donc, je pense que nous, les RH, là, on peut effectivement devenir des vrais prescripteurs, parce qu'on l'a suivi, on peut faire du conseil en interne auprès de nos autres directions. Et puis, on a quand même un atout, c'est on connaît les besoins de nos clients internes, c'est-à-dire tous les services de l'entreprise. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, OK, et après on se dit comment bien choisir une formation sur la data. Alors là, deux solutions. Encore une fois, soit nous, on commence à avoir une micro-connaissance du sujet, ou alors on fait confiance, on regarde un peu partout. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'offre sur le marché, elle commence à se structurer. Il y a globalement, comme d'habitude, les gros généralistes de formation, je ne les nommerai pas, mais tout le monde les connaît, où on va trouver des formations là-dessus.
il y a aussi un peu j'allais dire, les spécialistes. Et là, les spécialistes, ils sont de deux ordres. C'est-à-dire, c'est les grandes maisons. Ça va être les écoles de commerce, ça va être les écoles d'ingénieurs, ça va être où on va, le CNAM. Voilà, tout le monde va avoir des choses. Maintenant, là-dessus, ce sont principalement et souvent des formations de spécialistes pour des spécialistes. Et là, on rentre dans un domaine qui est extrêmement technique. Et je pense que, et si Eric a commencé à nous convaincre, je pense que quand on a compris que la data, il y en avait partout, que tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin de l'appréhender, de la connaître, je pense que notre enjeu à nous, c'est de pouvoir être en capacité, en fonction des besoins de nos clients, encore une fois internes, de pouvoir proposer des offres qui voilà, sont à la frontière des deux, mixtes aussi bien de la technique, parce qu'il en faut, parce que vous verrez, enfin, je pense qu'il y a de la spécificité technique, mais aussi des gens de métier et culturels. Voilà, moi, ce que j'avais envie de vous dire, et je pense que c'est important. Moi, il n'y a pas très longtemps encore, oui, je n'étais pas le spécialiste du domaine, et je ne suis surtout pas le spécialiste du domaine, mais j'ai découvert, et je pense que si j'avais découvert plus tôt, j'aurais peut-être été plus heureux. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Bernard. On a déjà une question pour vous. Un des participants souhaiterait savoir comment faire pour intégrer justement des formations data à un plan de formation qui est souvent bien établi en amont et qui est déjà bien balisé. Comme c'est une thématique qui est un petit peu nouvelle, comment aussi convaincre en interne pour faire figurer ce type de formation à un plan de formation corporate. D'accord. Bah, j'allais dire, on peut le prendre à plusieurs niveaux. Le niveau le plus basique, c'est on le met dans un catalogue de formation, on a notre catalogue, on propose quelques formations, on l'intègre là-dedans. Après, je pense que on peut aussi, et c'est là où c'est intéressant, commencer à instiller dans différents services en disant, voilà, je monte une promo test, je demande à plusieurs personnes dans différents services, des gens qui ont un peu une appétence, une sensibilité, pour pouvoir, et on l'inscrit dans son plan de formation de l'année suivante en disant, voilà, je démarre une promotion là-dessus, je lance une formation et je propose à des gens de venir s'y inscrire. Moi, je pense que c'est une bonne solution, encore une fois, parce qu'elle va permettre aux gens de toucher, de vivre, d'expérimenter et derrière, peut-être de développer. Ça, c'est une des solutions. Après, le rêve, c'est d'avoir une direction générale qui dit, voilà, salut, je voudrais former toute ma boîte ou une partie, un service à la data. Et à ce moment-là, bah, là, on fait notre travail habituel de patron de formation. On travaille sur, on monte un programme, on monte une campagne, etc. Donc, voilà différents moyens, différents aspects suivant j'allais dire, les solutions qu'on peut trouver et la demande. Merci Bernard. Peut-être qu'il y a d'autres questions parmi nos participants ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent sur ce sujet, peut-être les poser en fin de webinaire dans quelques minutes. Je vais peut-être laisser la parole du coup à Benjamin, notre autre témoin, qui va faire part de son retour d'expérience en tant que fonction RH pour également montrer comment la maîtrise de la data lui a permis aussi d'optimiser un certain nombre de choses et de mettre des choses en place dans ces différents postes. Donc, Benjamin. Très bien, merci Geoffroy. Juste avant d'expliquer ça en détail, je voulais rebondir sur la question qui avait été posée et justement le dernier commentaire de Bernard sur le fait d'avoir une direction générale qui sponsorise une démarche data dans l'inclusion d'un programme de formation. Et moi, je pense que l'idée, ça peut être de proposer à ces décideurs de suivre un parcours de formation data, notamment la formation Data Pionnier, où comme Bernard, j'ai aussi participé. Pour moi, moi je parle pour moi, mais j'ai l'impression que pour Bernard, c'est pareil, si on a aussi accepté
remercier la gentille invitation de Le Pont pour venir témoigner. C'est parce qu'on est vraiment convaincus, après avoir suivi la formation, de tous les bienfaits et les bénéfices qu'on en a tirés. Donc, si vous voulez récupérer du sponsorship de vos dirigeants, de vos décideurs, invitez-les à suivre une formation et après ça, vous aurez peut-être la chance qu'ils soient convaincus et qui du coup poussent pour que ce soit intégré dans un programme de formation. Pour moi, c'est la meilleure des solutions et plus ce sera poussé par le top management, plus ce sera puissant dans les organisations pour intégrer ça, comme le disait Eric, dans la culture data des entreprises. Donc voilà, donc comme je le disais, moi j'ai suivi la formation Data Pionnier il y a 7 mois seulement, donc j'arrive en tant qu'expert et c'est très gentil, mais j'y arrive avec beaucoup d'humilité parce que j'ai, comme Bernard, traité beaucoup de données, mais moi cette fois-ci de l'autre côté. Bernard demandait à ce qu'on suive des tableaux de bord, moi c'est moi qui les construisais, qui les suivais, donc voilà, et je l'ai fait longtemps. Moi j'étais pas malheureux parce que j'adorais Excel et je continue d'adorer, mais tout le monde n'est pas comme moi, heureusement, parce qu'il faut être un peu toqué pour apprécier utiliser Excel au quotidien et traiter énormément de chiffres, de tableaux, etc. Moi j'aimais ça, tant mieux, mais heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, et surtout dans les profils RH d'aujourd'hui et de demain, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un RH, d'avoir des compétences Excel, voire Access pour certains, si ça parle à des gens dans l'audience, d'avoir des outils de reporting avec des bases, des traitements de données sur Access. C'était ce qui se faisait encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui doit continuer à se faire dans certaines entreprises. Parce que oui, effectivement, vous êtes bien placé pour le savoir en tant que responsable formation, mais moi, je pars du principe que c'est pour l'ensemble du domaine RH. Le constat autour de la data, c'est qu'on l'utilise de plus en plus. Il y a le reporting réglementaire, avec, on connaît tous le bilan social. Maintenant, il y a eu aussi récemment la BDES avec la base de données qu'on doit communiquer aux instances représentatives du personnel. Il y a énormément de reporting comme ça. Il y a le légal, mais il y a aussi le conventionnel avec les accords collectifs. On peut mettre des accords d'égalité homme-femme, de contrats de génération sur lesquels on va mettre des indicateurs pour suivre les plans d'action. On a eu récemment l'index. L'index, c'est une nouveauté qui nécessite de traiter énormément de données pour le calculer et qui n'est pas simple forcément à mettre en place. Et en plus, il y a les dirigeants qui, pour de plus en plus, entendent parler de big data, de KPI, de suivi, de pilotage, il faut mesurer, donc il faut utiliser des données, et ça arrive côté RH, ça a d'abord commencé dans les enjeux business, production, finance, et nous, côté RH, que ce soit en digital ou en data, on arrive un petit peu derrière, mais du coup, ça arrive de plus en plus, et ça va aller assez vite. On est obligé de suivre à aujourd'hui nos effectifs, notre turnover, l'absentéisme, les délais de recrutement, le montant, le nombre d'heures de formation, le montant alloué à la formation par collaborateur pour avoir des benchmarks, pour pouvoir se piloter, pour pouvoir aussi mettre en avant, marketer toutes les actions RH et toute la stratégie RH qu'on peut avoir. Et la data est vraiment très utile pour ça. Par contre, on a justement une direction RH qui ne sait pas forcément utiliser d'abord les chiffres et encore moins la data dans une logique très digitale. Donc ça, c'est le constat. C'est quoi les opportunités de la data? C'est justement de comprendre quels sont les outils qui sont disponibles. Oui, les outils qui sont disponibles pour pouvoir, on va dire, automatiser tout ce qu'on fait de manière manuelle sur des tableaux Excel. Les emmène en couper des capotables. Derrière, ils vont pas être bien assis. Hein. Pardon, je me permets, si vous pouvez juste couper le micro, s'il vous plaît. Pardon. Non, mais je vais apprendre la Clio. S'il vous plaît, comme ça, ce sera plus simple. Je pense que c'est bon, Benjamin. Voilà. Donc, du coup, en termes d'outils, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des outils spécialisés dans la data. Et ça, c'est forcément ce que moi, je ne connaissais pas forcément. Donc, c'est ce que je dis. J'ai suivi la formation il y a 6 mois, mais en travaillant dans la partie RH, je connaissais beaucoup Excel et j'avais aussi du coup un travail de digital autour des SIRH, mais j'avais pas forcément connaissance des outils spécialisés dans la data, parce qu'il y a une confusion qu'on fait entre le digital et la data. Comme le présentait la courbe d'Eric tout à l'heure, on a l'impression que le digital et la data, c'est ensemble, mais c'est bien 2 sujets différents. J'en reviendrai tout à l'heure. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont possibles par la data, mais il faut faire attention, du coup, de ne pas se tromper dans la stratégie au moment de faire ses choix. Donc, qu'est-ce que permet, par exemple, la mise en place d'outils spécialisés dans la data? Ça permet, de fiabiliser le processus de reporting. C'est quoi un processus de reporting? C'est extraire les données d'un système, les retravailler, souvent
manuellement sur Excel. On va parler de recherche V, on va croiser différentes bases, on va venir récupérer des données qui viennent peut-être d'un autre service, d'un autre outil. On va faire ça sur Excel, on va faire un petit tableau croisé dynamique, on va avoir des données synthétisées, et puis derrière, on va essayer de faire un graphique et on va mettre ça sur un PowerPoint. Et ça, je pense que vous vous reconnaissez, et dans beaucoup d'entreprises, ça se fait encore de manière très générale. C'est bien, mais pour faire ça, ça prend du temps, il y a un risque d'erreur parce que c'est du manuel, et on est dépendant souvent de 1 ou 2 experts qui réalisent le processus. Automatiser, se doter d'outils et mettre en place des process de data au sens moderne du terme, ça va permettre d'améliorer la fiabilité à travers la qualité des données. Parce que si on automatise, on vient dire à un outil comment traiter les données, et ben il va répéter toujours exactement de la même manière. Donc le risque d'erreur manuelle est exclu, et du coup on améliore de ce fait la qualité de données. On amène de la continuité dans le processus, parce que si un jour cet expert change de mission, quitte l'entreprise ou malheureusement a une absence, est-ce qu'on est capable de continuer à produire ce reporting sans cet expert? Parfois oui, dans le meilleur des cas, parfois non. Et du coup, on est dépendant aussi de certaines compétences. Et le fait d'outiller, ça a aussi la possibilité d'avoir d'autres personnes qui puissent reproduire, ou si c'est quelque chose qui tourne, même tourner tout seul pour produire le reporting sans qu'il y ait besoin d'action humaine. Donc il y a cette fiabilité et du coup ce gain de temps, parce que si des fois on peut aussi produire sans qu'il y ait d'intervention humaine, bah, ça veut dire qu'on gagne des ressources et du temps disponible pour faire autre chose, peut-être travailler sur l'analyse des datas, parce que ça c'est ce qui est vraiment très important à comprendre aussi du coup en étant formé à la data, c'est que la grosse difficulté sur le travail de la data, c'est sur le traitement de la data, donc c'est sur ce qui ne se voit pas et sur ce qui est le moins intéressant en termes d'analyse. C'est comment je fais en sorte que mes chiffres ils se consolident au bon endroit, au bon niveau, avant même d'arriver sur mon indicateur. Quelle est la valeur de mon indicateur? Est-ce que je suis bien positionné par rapport à des concurrents, par rapport à d'autres services, etc. On n'en est pas sur l'analyse, on est vraiment sur le traitement en amont, ne serait-ce que pour calculer un indicateur. Nous, à titre d'exemple, dans ma précédente entreprise, on était sur un processus de reporting où on sortait au niveau d'un groupe international du reporting pour les effectifs, le turnover, l'absentéisme, même les coûts de masse salariale. Les coûts de masse salariale. Et l'ensemble de ce reporting, on mettait 12 heures par mois pour le sortir, avec une grande majorité passée sur le traitement de la donnée, avec un peu plus de 7 heures passées sur le traitement de la donnée avec des actions manuelles, notamment dans Excel. Avec la formation Data Pionnier, j'ai découvert de nouvelles manières de faire, et c'est un peu comme Bernard le disait tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir perdu 20 ans. Moi, j'ai pas perdu 20 ans parce que les 10 premières années m'ont aidé à facilement transposer ce que je faisais manuellement et de manière, je vais dire, artisanale, et de l'industrialiser avec des outils, mais j'ai ouvert les yeux. Et Excel, qui était mon meilleur ami, du jour au lendemain, je ne l'utilise quasiment plus. Parce qu'on est passé sur des outils qui, là où tous les mois, j'avais ma procédure et je faisais avec Excel un certain nombre d'actions, avec certains outils, notamment d'automatisation de traitement de données, je suis venu lui dire, tu fais ça, j'ai transformé la procédure dans un outil, et tous les mois, l'outil le fait à ma place. Et ce qui est hyper jouissif quand on est justement aussi expert de la data, pour permettre d'automatiser ces actions. Et ça nous a permis de réduire le temps de production de 12 heures par mois à 2 heures en l'espace de 3 mois. Le temps de la formation, le temps de mettre en place les outils. Et en 3 mois, on avait réduit à 2 heures. Et en cible, je pense même qu'on peut réduire à 1 heure. Et l'heure, elle est incompressible, c'est l'heure d'analyse. Parce que là, il faut la valeur ajoutée et l'expérience et l'expertise du RH pour analyser les données. Mais toute la partie traitement, flux, export des données, tout ça, ça peut être automatisé par des outils data. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais il faut au moins avoir des bases et une bonne compréhension des enjeux data, de l'architecture data qu'il peut y avoir derrière, pour être capable de le faire. Mais moi qui
pendant des années travaillé sur Excel uniquement et simplement j'exportais de mon logiciel, passer sur ça avec une formation comme j'ai pu la suivre de Datapunir, c'est très facile. Et en cours de formation, j'avais déjà construit la stratégie et on a implémenté les choses en quelques mois. Et ça, c'est vraiment pour ça aussi que je suis très content de pouvoir témoigner parce qu'on est un bon exemple de ce qu'on a pu faire. Mais c'est vraiment une chance. Effectivement, j'ai ouvert les yeux avec la formation de tout ce qui était possible. Et voilà, très rapidement, on a pu passer sur autre chose. Et le temps gagné pour produire quelque chose où il n'y a plus de valeur ajoutée, on a pu le réinvestir sur autre chose pour continuer à faire de nouvelles choses. Ces nouvelles choses, c'est quoi? C'est le dernier point de l'opportunité. C'est de créer des outils. C'est pas de faire mieux ce qu'on fait moins bien, on va dire, de manière humaine. C'est de faire des choses dont on n'est pas capable de faire en tant qu'humain. C'est quoi? C'est traiter des données de masse très rapidement, notamment. Par exemple, on a fait un petit pilote d'utilisation de données dans une logique de déterminer les causes de démission chez nos collaborateurs. On avait un turnover qui évoluait de manière un peu trop importante. On voulait comprendre quels étaient les facteurs. Comment on fait? On analyse, parce que quand on calcule le turnover, on a 5%, 3%, 4%, mais souvent, on arrive à un niveau consolidé. Comment je suis capable de comprendre quels sont les facteurs, quels sont les endroits où c'est plus? Ça prend peut-être forcément beaucoup de temps. Et là, l'outil qu'on avait mis en place, qui nous avait été partagé par quelqu'un qui travaillait dans la data dans cette entreprise, ça a été de mettre en place un algorithme de machine learning. Donc, globalement, c'est très simple. On a pris toutes les données de toutes les personnes qui étaient sorties sur les années précédentes, on l'a donné à l'algorithme pour qu'il identifie les facteurs qui étaient les plus prédominants dans cette population. Et ensuite, cet algorithme, on vient l'appliquer à notre population existante dans le but de définir s'il y a des personnes dans notre population active qui auraient des facteurs similaires à la population qui était sortie. Et l'objectif, c'est de déterminer quel est le risque de démission des collaborateurs qu'on a. Donc, on voit un enjeu clair opérationnel de rétention des talents, et peut-être l'action derrière aurait été, donc c'était seulement un pilote et c'est en cours de travail, mais l'enjeu derrière, ça aurait peut-être été de donner cette information, cet outil au RH qui va, lui, du coup, venir prendre la décision de dire oui, effectivement, cette personne-là, j'avais identifié peut-être qu'il y avait un risque, mais là, ça me confirme, je vais peut-être mettre un rendez-vous avec le collaborateur pour discuter avec lui, ou alors, non, lui, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait un risque, je vais, vu que tu me donnes cet outil, peut-être mettre un point pour demander, essayer de sentir s'il y a vraiment quelque chose, et peut-être désamorcer des situations pour faire et retenir quelqu'un qui potentiellement avait des idées de départ. Donc ça, c'est une partie quantitative, comment on peut utiliser des données de masse, là où humainement, il est impossible de déterminer un pourcentage de risque de départ auprès des collaborateurs existants. Deuxième utilisation de l'intelligence artificielle côté RH sur lequel on était en train de travailler en pilote, c'était là de travailler sur une partie un peu plus qualitative. Là, ça va vous parler aussi en tant que responsable formation, c'est toute la partie aussi compétences, formation. On avait dans l'outil la possibilité où chacun pouvait décrire son parcours professionnel, ses différentes expériences, ses différentes compétences, mais on n'avait pas un outil spécialement qui permettait de le gérer fonctionnellement. Par contre, on avait les données qui étaient disponibles, sauf que c'est des données texte. Et en masse, on était incapable pour des milliers de collaborateurs d'identifier qui avait une expérience data, une expérience financière, une expérience contrôle de gestion, une expérience RH, etc. Si par exemple on a quelqu'un qui travaille en finance, peut-être quelques années avant, il a une expérience RH. Et quand on cherche un profil RH, on aurait été intéressé de savoir que c'est quelqu'un qui avait une expérience RH. Mais comme c'est dans l'historique de masse, si on ne connaît pas la personne, on n'était pas capable de le traiter. L'objectif de ce pilote, ça a été aussi de travailler sur de l'intelligence artificielle pour venir lire ces caractères et lire ces verbatims, ressources humaines, data, dans les parcours. Et comme ça, on pouvait créer un petit module moteur de recherche où je cherche ressources humaines et il me sort toutes les personnes qui ont ressources humaines dans son historique. Et là, on peut dire, tiens, cette personne-là, je n'avais pas forcément identifié. Je vais peut-être le contacter pour lui proposer un poste en RH. C'était, encore une fois, c'est un pilote, ça n'a pas été mis en place pour l'instant, mais c'est en cours de réflexion. Mais c'est juste pour donner des idées de quels sont les outils qui pourraient être amenés à être utilisés par la suite grâce à la data dans des use cases RH.
Tout ça pour en arriver à la stratégie de formation, c'est comme disait Bernard tout à l'heure en répondant à la question, moi je suis persuadé qu'il est nécessaire d'intégrer une formation data, peut-être une petite partie, pas forcément une journée complète, 2 jours, même peut-être 1 heure, 2 heures, une demi-journée, dans les programmes de leadership. Pas uniquement pour les top managers, mais pour l'ensemble de la filière de management de l'entreprise, qui vont être amenés à prendre des décisions sur de la transformation digitale, sur des nouveaux projets. Et pour tout ça, il faut qu'ils aient en tête les enjeux data et ils comprennent toutes les problématiques data. C'est indispensable pour la réussite des projets qu'ils vont mettre en œuvre, parce que on va toujours penser que le nouveau projet, le nouvel outil va permettre de mieux gérer la data, sauf que c'est pas automatique. Il faut intégrer ces problématiques dès la construction du projet, et pour ça, il faut que les décideurs qui sont impliqués dans les prises de décision, dans les sponsorships des projets, aient en tête ces enjeux-là. Et en plus, en lien aussi avec exactement ce que disait Bernard, c'est de l'ajouter au catalogue de formation, parce qu'il peut y avoir des experts, des analystes, des chefs de projet qui traitent de la data au quotidien et qui pourraient gagner beaucoup de temps en étant formés et en ayant les bons outils pour faire, comme moi je l'ai fait, plus vite. Et on a même fait mieux, parce que au-delà de donner un reporting figé, on a même construit un reporting plus vite et avec un outil de business intelligence qui permettait d'avoir un dashboard dynamique. Donc nos clients internes pouvaient naviguer sur les indicateurs en mettant les filtres qu'ils voulaient, là où avant on leur mettait une capture d'écran de notre tableau et c'était tout. Donc on a pu faire plus vite, mieux, en très peu de temps, grâce à une bonne formation. Donc c'est pour ça que c'est aussi voilà, un bon exemple. Et le mot de la fin, c'est terminé sur voilà, que la data est un enjeu clé de la transformation digitale. Et je reviens sur ce que j'avais déjà dit en prémisse tout à l'heure. Il ne faut pas dire qu'un projet digital et la transformation digitale va automatiquement intégrer une meilleure gestion de la data. C'est possible, mais pas toujours. Il faut vraiment avoir en tête dès le début, en termes de stratégie, en termes de cadrage projet, dans une évolution, dans un projet digital, les enjeux data, parce que ça peut avoir un impact sur le choix de la solution ou sur la stratégie à adopter. Parce que par moment, il y a des outils qui font très bien le travail de reporting, de data derrière. Par moment, ce n'est pas forcément le cas, mais ce n'est pas forcément grave. Parce que qu'est-ce qu'on cherche en termes de digitalisation? C'est d'avoir une meilleure expérience utilisateur, 2, de standardiser potentiellement les processus entre différentes entités d'un même groupe, et 3, c'est la partie data. Bah, peut-être les 2 premiers objectifs, il y a une solution qui le fait très bien et ne fait pas la partie reporting. Mais ce n'est pas forcément grave. On peut choisir le bon outil qui répond sur la partie process, expérience utilisateur, et combler par des outils data cette partie reporting derrière. Et je prends l'exemple qui va vous parler en termes de formation. Les outils aujourd'hui de formation, la priorité numéro 1, c'est la partie LMS, c'est-à-dire de e-learning, plateforme de e-learning, où on donne accès aux collaborateurs à des contenus e-learning. Donc c'est très joli, c'est très sympa et tout le monde est content. Mais vous, derrière, quand vous devez traquer qui a suivi quelle formation, de réaliser votre reporting pour le CSE, le réglementaire, savoir combien vous avez dépensé, qui a payé quoi, etc., et ben, ces LMS-là sont souvent très mauvais pour gérer cette partie back-office et réglementaire de formation. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément grave. Si ce n'est que quand on a construit l'outil qu'on a choisi et mis en place l'outil de l'LMS, on a fait en parallèle un projet data pour venir combler votre besoin. Parce que nous, ce qu'on a vécu dans mon ancienne entreprise, c'est que c'était un outil groupe. Donc, on a mis en place le LMS qui répondait à l'ensemble des besoins de formation fonctionnelle pour l'ensemble des pays du groupe. Et on n'avait que la France qui avait une problématique de reporting très, très importante pour lequel on a mis en place une base Access pour venir compenser. Et là, on est en train de transformer aussi, grâce aussi à la formation, on a élargi la maîtrise data et on est en train de transformer cette base Access avec des outils data un peu plus modernes, mais on compense des traitements de données que ne font pas des outils par des vrais outils de traitement de la donnée. Donc, ce n'est pas forcément des mauvaises idées, mais il faut l'avoir dès le début, parce que si on arrive après coup comme ça arrivait, et ben on vend un outil qui fait papa-maman. Voilà, c'est un nouvel outil, il est super bien et les utilisateurs sont très contents. Et on a des vrais modules de learning et c'est génial. Et la responsable formation, c'est son outil qu'il a déjà mis en place, il est content, mais derrière, il se retrouve avec une complexité en termes de reporting qui vient gâcher totalement la mise en place de ce beau projet. Qui n'est pas gérable du coup dans le. C'est ça. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. Merci beaucoup Benjamin pour ce témoignage très concret. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a, on a encore peut-être 1 ou 2 minutes, est-ce qu'il y a quelques questions
dans les participants pour profiter du témoignage très, très concret de nos deux invités. Vous pouvez d'ailleurs ouvrir vos micros si vous souhaitez plutôt poser votre question à l'oral. Je crois que ça a été extrêmement clair et extrêmement concret. Bernard, est-ce que tu veux donner un dernier mot ou un mot de la fin et après je clôturerai la séance? En tout cas, je me retrouve très très bien dans les propos de Benjamin, et je pense que si autour de cette table il y a des responsables de formation, je pense que chacun d'entre nous ne peut pas être, j'allais dire, intégrer ses propos et se dire oui, non, moi ça m'est déjà arrivé, ça c'est sûr. Voilà. Donc oui, je pense que effectivement, et c'est tout l'enjeu de demain, et c'est pour rebondir peut-être sur ce que a dit Eric, je pense que c'est fondamental aujourd'hui d'intégrer la notion de data aussi bien en RH pur, j'ai envie de dire, mais aussi dans tous les autres domaines de l'entreprise pour qu'il y ait une espèce de cohérence interne, parce que je crois que c'est aussi, parce qu'on peut, nous, de notre côté, faire un truc super, on va répondre à nos enjeux, on va répondre à nos besoins, mais peut-être que si on arrive à monter la pyramide ou le jeu de construction, eh bien, ça sera encore plus pertinent. Et je pense que, au regard de ce qui a été dit, effectivement, nous sommes une brique de l'édifice. Quand je dis nous, c'est les RH, et notre devoir, il est sans doute d'être un peu les porte-parole du sujet au sein de l'entreprise. Voilà. Merci Bernard. Moi, j'ajouterais peut-être juste un dernier mot. On a beaucoup parlé sur des exemples très opérationnels, d'applications très concrètes, de qu'est-ce que ça donne dans l'entreprise de former à la data. Il y a aussi une dimension qui est importante pour nous, qui est la reconversion professionnelle. C'est vrai que la data et l'IA sont des métiers d'avenir. Il y a de l'opportunité au travers de parcours. On en fait, d'autres aussi, mais on fait un parcours qu'on appelle data analyst, aux 4 mois, 400 heures, qui permet de former des personnes et de les amener à un nouveau métier, qui est justement ce métier de data analyst. Je passe un petit message aux promos qui sont sur Paris, qui sont sur Nantes, qui sont sur Bordeaux, de personnes qu'on accompagne justement dans cette reconversion. Ça peut être un écho extrêmement intéressant pour des parcours professionnels dans vos équipes, pour trouver d'autres relais et d'autres rebonds possibles. C'est toute la raison d'être de Le Pont en tant que leader dans l'éducation data et IA. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse oui, clôturer. merci beaucoup pour votre participation. Donc, on vous donne rendez-vous peut-être dès le mois de septembre pour de nouveaux webinaires Le Pont sur d'autres thématiques. Puis d'ici là, bien sûr, si vous souhaitez nous joindre, nous sommes à votre disposition, soit par mail, soit par téléphone et bien sûr notre site internet. Merci encore à tous et à très vite.